Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab cette année. Pour attendre Noël, une saga Origine de Star où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 6e numéro, Paul George. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un article, mais deux dans lequel nous nous replongeons. Le premier datant du 10 mars 2010, à la fin de la saison de Paul George en tant que sophomore à Fresno State, et le deuxième beaucoup plus tard, le 4 juin, juste avant la draft, après des workouts impressionnants. Deux articles de draftexpress.com, la référence du scouting à l'époque. Origine de Star, Paul George, c'est parti. Paul George n'en finit plus de grimper doucement mais sûrement dans les big boards NBA depuis son explosion médiatique en tant que freshman l'an passé. Nous le tenions déjà en haute estime il y a un an et il a depuis continué de progresser, confirmant complètement la hype de pré-saison et début saison sophomore à son sujet. Sa polyvalence, qualité athlétique et capacité de scoring constituent un package des plus alléchants pour un ailier. Et dans une draft qui semble relativement limitée sur ce poste, George pourrait devenir l'une des meilleures options disponibles en juin prochain. George a réalisé des progrès très conséquents cette année, élément on ne peut plus encourageant quand on sait qu'il doit jouer le rôle de go-to-guy d'une équipe de Fresno State en difficulté et qu'il est le point focal de toutes les défenses adverses. Malgré toute cette attention qui lui est portée, George score un impressionnant total de 20,3 points par 40 minutes, ajusté pour rythme, la majorité venant sur transition ou depuis des positions de spot-up. Doté d'une charpente longue et filiforme, George court extrêmement bien sur jeu ouvert et ne refuse jamais un dunk spectaculaire ou finition agressive au panier au moins une fois par match. Le plus gros progrès relatif à l'an passé pour lui. En 2009, en tant que freshman, George ne mettait que 39% de ses tirs au cercle. Cette année, cependant, il termine à un taux bien plus intéressant, un fantastique 56% d'efficacité au panier, dissipant de ce fait les doutes qui existaient jusqu'ici quant à son manque de dureté et d'agressivité. Il a d'ailleurs aussi obtenu plus de lancers francs, bien que pas non plus de manière écrasante, de 3,9 à 4,5 par match, démontrant une certaine attention et volonté de progresser là où il le faut. Plus encore, George a réalisé un bond immense d'efficacité en tant que shooter de lancers francs, en passant de moins de 70% à plus de 90% désormais, le deuxième plus haut pourcentage de notre base de données. Cela étant dit, il serait encore plus appréciable de voir George se rendre encore plus sur la ligne de réparation et certaines raisons qui l'empêchent de le faire subsistent encore aujourd'hui. La plus évidente étant ses limitations en création de tir. Il possède une qualité de dribble moyenne et, bien qu'il soit capable de garder son dribble en vie de manière plus ou moins stationnaire dans le périmètre, au niveau de sa plus petite conférence, la Western Athletic Conference, il est pour l'instant limité, en revanche, pour exploser au panier et s'infiltrer dans les défenses sur du dribble en mouvement et dans le trafic. Il joue de manière un peu trop rigide et a besoin d'apprendre à descendre son centre de gravité et jouer plus proche du sol pour mieux exploiter son potentiel athlétique sur dribble. Rendre son dribble plus compact et sous contrôle, ainsi que développer plus généralement ses qualités de création offensive, seront une des clés de son évolution. Une autre raison de son relativement faible total de lancers francs est aussi son amour pour le tir à 3 points. George tente presque 6 3 points par match, se classant 6e plus haut total de notre base de données parmi les forwards. Au moins 1 ou 2 par match sont d'ailleurs des tirs où il se contente beaucoup trop facilement de dégainer de loin, très tôt dans la possession ou en transition et avec aucun coéquipier en position de prendre le rebond offensif. Et pendant que son total ne cesse de grimper, de 4,1 par match à presque 6 par match actuellement, son efficacité, elle, a chuté de manière conséquente, passant d'un fantastique 44% d'efficacité à peine 35% cette année. À ce stade de son développement, George n'est pas un bon shooter en sortie de dribble, bien que ce ne soit pas du tout l'image qu'il dégage lorsqu'on le voit jouer. Il a seulement rentré 5 de ses 28 tentatives de jump shot en sortie de dribble, un pathétique 18%, au cours des 14 matchs dont nous disposons actuellement pour l'évaluer, démontrant bien à quel point il est très peu accompli dans ce domaine, malgré sa tendance à vouloir en tenter beaucoup. Son talent de shotmaker et son shooting pur devraient lui permettre de progresser à terme, mais il devrait en attendant arrêter de se reposer à ce point sur ce pull-up à mi-distance. Ceci étant dit,
son shoot demeure une des cartes maîtresses de son profil. Sa mécanique est automatique et avec une portée de tir sans limite, ce que recherchent toutes les équipes NBA de nos jours. Son élévation n'est pas si grande que ça sur le jump shot, mais il possède une très bonne taille, très bonne longueur de bras et une vitesse de relâchement très rapide, lui permettant de faire partir le tir à volonté. Autre force de son jeu, sa capacité à voir le jeu et son altruisme à bien vouloir le distribuer. Il voit très bien par-dessus les défenses grâce à sa bonne taille et peut faire des passes complexes sur demi-terrain, produisant 3 assists par match en moyenne, l'un des meilleurs ailiers passeurs universitaires. Le problème, néanmoins, est qu'il perd tout autant de ballons qu'il réalise de passes décisives. Il peut se montrer nonchalant ou tente la passe spectaculaire par moment, là où une passe très simple aurait fait l'affaire. Cette nature nonchalante de son passing correspond à sa personnalité qui a pu poser question sur son niveau d'effort sur le terrain par moment. Il vivote parfois sur le parquet, simplement allant d'un côté puis de l'autre du terrain sans vraiment d'énergie et ne démontre pas franchement une capacité à dominer de la tête et des épaules le niveau de compétition relativement faible de la Western Athletic Conference. Tendance qui ne pardonnera pas en NBA. En défense, George possède tous les outils pour être un bon défenseur, mais il n'a pas encore réussi à manufacturer ces outils en un niveau de jeu pour l'instant. Il ne tient pas sa bonne posture défensive et se relâche trop souvent et semble parfois ne pas assez connaître le scouting report puisqu'il commet des erreurs largement évitables. Passer sous les écrans face à un bon shooter, ou presser trop haut un driver d'élite, etc. Malgré tout, sa longueur, son anticipation et ses mains très rapides font de George l'un des meilleurs intercepteurs du pays à plus de 2 par match. Projeté comme futur premier tour potentiel, ça ne paraît pas impensable de voir George grimper petit à petit sur les boards NBA s'il décide en effet de s'inscrire à la draft. Rappelant les profils de Al Thornton et Wilson Chandler, Paul George possède le talent et le potentiel pour être un vrai bon joueur de rotation de NBA à terme. Et à présent, deuxième article datant du 4 juin 2010, workout de Paul George et interview. De tous les joueurs inscrits à la draft 2010, Paul George de Fresno State est sans aucun doute le prospect dont les avis divergent le plus parmi les décisionnaires NBA. Ayant éclos très tardivement, sorti tout droit du désert de Palmdale en Californie, complètement ignoré par les équipes de la Pac-10, la conférence de la région, conférence très cotée, à sa sortie du lycée en tant que simple recrue 2 étoiles sur 5, George est encore assez jeune pour sa classe de sophomore universitaire et semble avoir une immense marge de progression. Ce dont nous nous sommes rendus compte en assistant à ces workouts est le fait que Paul George est un prospect absolument incroyable à voir jouer en personne, du fait de son profil physique, sa polyvalence et son potentiel conséquent. La première chose qui saute aux yeux, par exemple, est à quel point ses mensurations de 6'7 de taille et 86 kg datant du lycée, voire même le 6'8 qu'on lui a mesuré à Fresno State, à la fac, ne sont tout bonnement plus d'actualité, mesurant plutôt aujourd'hui autour des 6'9 de taille, avec une très solide envergure de 6'11, plus de 6'11, mesurée au combine de la draft au mois de mai. Il a clairement grandi depuis quelques années et, bien qu'il puisse encore gagner en masse musculaire, sa charpente n'aura aucun problème à encaisser ses kilos supplémentaires pour se renforcer. La deuxième chose qui saute aux yeux ensuite est à quel point George est polyvalent mais aussi dynamique, bien plus que ce qu'on lui accordait jusqu'à aujourd'hui. Exceptionnellement fluide avec un contrôle du corps splendide et une capacité de décoller du sol en un éclair, George est un athlète extrêmement impressionnant. La dernière révélation majeure, enfin, de son workout, à nos yeux, concerne son skill set. Malgré sa taille imposante, c'est un pur ailier, et non pas le profil de twinner entre poste 3 et 4, auquel nous l'avions listé son année freshman, où il jouait principalement le poste 4. Sa qualité de dribble est excellente pour un joueur de 6'9 de haut, il contrôle totalement le ballon et dégage une confiance étonnante, semblant presque pouvoir se créer son tir à volonté et sans effort. Comme on peut d'ailleurs le voir dans notre vidéo du workout en question, sa taille lui permet de faire partir le tir à volonté sur isolation et c'était presque un cadeau empoisonné pour lui à la fac, puisqu'il avait le feu vert en toutes circonstances pour tenter tous les tirs qu'il souhaitait dans une attaque de Fresno State totalement désorganisée. George n'a clairement pas eu le luxe de se voir montrer la bonne direction, ni d'être tenu à la discipline dont un joueur explosant sur le tard comme lui aurait besoin. Mais
Avec le bon coaching staff et le bon environnement, George a les atouts pour se développer en un incroyable mismatch offensif. George a scoré de manière très variée sur les très compétitifs 4 contre 4 disputés durant ce workout contre d'autres prospects de la draft. Turnaround jumper, move au poste bas, du tir à 3 points fluide et avec aisance, de magnifiques tirs à mi-distance en sortie dribble, se rendant au panier et même des spectaculaires claquettes dunk. Il sera, à n'en pas douter, une véritable terreur sur contre-attaque au niveau NBA. Sa longueur et son explosivité lui permettent de finir incroyablement bien autour du panier. Mais le plus impressionnant du workout de George, de notre point de vue, était le potentiel et l'intensité qu'il a démontré en défense, que l'on avait pourtant très peu vu à Fresno State. Sa superbe taille, longueur, vitesse latérale et instinct lui confèrent un potentiel de défenseur à la Trevor Ariza. Il est capable de défendre 3 positions au niveau NBA et d'impacter le jeu de ce côté-ci du terrain. Son anticipation fut splendide durant ses workouts, également capable de contrer des tirs au cercle, de contester des jump shots loin du panier, de sauter sur les lignes de passe et, plus généralement, d'absolument tout faire de ce côté-ci du terrain. George a été critiqué par le passé pour son attitude nonchalante, même depuis le lycée, et en constatant à quel point tout semble facile pour lui, c'est assez simple de comprendre pourquoi. Il est passé du statut de prospect lointain et méconnu à celui de potentiel loterie pick, on ne peut plus légitime aujourd'hui, un bond immense en termes d'attente et de cote à la draft en quelques mois. Le point crucial de sa carrière sera sans aucun doute s'il atterrit dans le bon environnement où il sera poussé et challengé inlassablement par ses coachs pour atteindre son plein potentiel. Son talent est impossible à ignorer et le scénario maximum extrêmement haut. Mais George a encore pas mal de chemin à faire quant à sa capacité à impacter le jeu et à faire gagner son équipe de Fresno State ayant largement sous-performé cette saison. Il doit absolument démontrer qu'il peut jouer avec un instinct de tueur et être enclin à faire quoi qu'il en coûte pour impacter le terrain des deux côtés. À son crédit, George semble conscient de tout ceci et en a parlé lui-même lors de notre entrevue. Mais il existe tout de même une différence significative entre montrer des flashs au cours d'un workout d'un côté et de l'autre arriver à transposer ça réellement dans un match NBA. La clé pourrait bien être à quel point George se montre enclin à travailler. Quelque chose sur laquelle, d'ailleurs, son entraîneur, Don McLean, ne tarit pas d'éloges. En termes de potentiel, néanmoins, il n'existe peut-être pas 5 joueurs dans cette classe de draft avec plus de talent pur que Paul George et ce qu'il a pu montrer durant ses workouts. Ces dernières semaines, la hype n'a cessé de grandir à son sujet, au point même aujourd'hui où ça ne paraît pas impossible du tout qu'il soit le premier ailier sélectionné après Wesley Johnson. Avec une équipe comme les Los Angeles Clippers, son équipe favorite en grandissant, le Utah Jazz, les Memphis Grizzlies et les Milwaukee Bucks, toutes à la recherche d'un ailier capable de créer, shooter et défendre, la probabilité de voir George drafté entre la 8e et la 15e place semble tout à fait plausible à l'heure actuelle. Alors, à présent, quelques commentaires de notre part, de la part de 2025, nous, un peu en free flow, à propos de, non pas, pour une fois n'est pas coutume, non pas un article, mais 2 cette fois-ci, puisque oui, j'ai décidé de lire 2 articles, mais notez bien à quel point la tonalité des 2 articles est très différente. L'un qui date de sa saison universitaire, grosso modo, le 10 mars, la fin de saison universitaire de Paul George à Fresno State, petite fac, on va en parler, et le deuxième, qui n'était pas prévu, mais ils ont réécrit sur lui le 4 juin 2010, à quelques jours, semaines de la draft, et bien plus tard. Et vous voyez bien que tout est différent, le ton est différent, les descriptions sont différentes, les louanges sont différentes, etc., etc. Mais aussi peut-être parce que le joueur était différent, on va en parler. Mais alors, avant ça, juste petit point de contexte sur la draft 2010, justement, parce qu'il sort de là. Donc 2010, souvenez-vous, c'est l'année John Wall, premier choix, Evan Turner, Derek Favors, numéro 3, Cousins qui va être numéro 5, etc. Et le 4e pick s'appelle Wesley Johnson. Pour ça que dans le deuxième article, on dit que ça pourrait être le premier ailier sélectionné après Johnson, qui était une draft avec meneur, pivot, mais les ailiers, c'était pas top en termes de top 5. Et donc Johnson était un peu le seul ailier
un ailier qui était plus vieux, Wes Johnson, qui avait transféré, qui avait fait 2 facs, il était ensuite arrivé à Syracuse, il avait brillé à Syracuse, plus vieux, défenseur, etc. Mais bon, il est un peu busté. Johnson, il a pas fait grand chose pour le coup en NBA, j'aimais bien, mais je connaissais pas trop pour de vrai. J'aimais bien de loin, quoi. J'étais un peu fan de loin, mais non, il n'a pas été le premier ailier sélectionné après ça, puisque le 8e pick, c'est effectivement les Los Angeles Clippers, et c'est très marrant d'apprendre ça a posteriori, de voir que oui, il aimerait bien aller aux Clippers, son équipe de cœur. Donc les Clippers sont sélectionnés, non pas Paul George, mais Al-Farouq Aminu. Aminu qui a été donc sélectionné, qui n'a pas fait une carrière de fou. Le début de carrière était assez compliqué. Bon, très jeune aux Clippers, ensuite dans le trade de Chris Paul. Bon, voilà, c'est pas top. Ensuite, quasiment, il quitte la NBA parce qu'il est nul. Il fait une année à Dallas totalement fantôme en 2015, je crois. Et puis, une bonne deuxième partie de carrière avec les Blazers, mais plutôt poste 4 défensif, on va dire. Et pas du tout l'attaque, et pas du tout la star. Et puis, le pick numéro 9 aussi, toujours un ailier, mais pas Paul George, puisque le Jazz a sélectionné Gordon Hayward à l'époque. Voilà. Hayward en sortie de Butler, la fac de Butler de Brad Stevens, coaché par Brad Stevens, qui va faire 2 finales NCAA, et donc là Hayward n'en a fait qu'une sur les 2. Ensuite ils feront une deuxième en 2011, mais Hayward sortait en fait il avait littéralement loupé le game winner en finale NCAA, contre, d'ailleurs, souvenez-vous, hier on a dit Kyrie Irving, on a parlé de Kyrie hier. Kyrie a pris une équipe championne en titre, etc. Voilà, c'était le Duke champion en titre contre le Butler de Hayward et Brad Stevens qui ont failli gagner sur un buzzer beater de demi-terrain de Hayward. Mais bref, donc pas de Paul George non plus à Utah. Et donc, enfin, Paul George, choix numéro 10 par les Pacers, qui n'était pas trop attendu, les Pacers, parce qu'il y avait un peu la star s'appelait Danny Granger, qui était aussi un ailier scoreur à 20 points par match et quelques, et plus. Donc, il n'était pas trop sur les radars, mais donc, top 10, et c'est vrai que c'est dire à quel point on a des progrès qui sont fabuleux, parce que le mec, il a même pas juste loterie, pas juste top 20, pas juste premier tour, il a fini top 10. Il a fini top 10. C'est quand même assez incroyable. Pour finir aussi, on parle de Memphis dans l'article. Memphis prendra Xavier Henry, qui va un peu buster à côté des Grizzlies. Et puis, je crois qu'on parle de Milwaukee aussi, qui va prendre Larry Sanders, un pivot plutôt défensif de VCU, qui a un bon pick en NBA, mais qui a un peu disparu, mais pas pour des raisons sportives, malheureusement. Mais voilà un peu pour le contexte. Et c'est vrai que voilà, moi je voulais lire ces 2 articles parce que les 2 étaient intéressants pour cette progression, et je pense qu'il y a un peu, pour moi, il y a 3 points principaux, allez, peut-être 4 si vous voulez, 3 points principaux pour expliquer un peu cette différence de tonalité et de propos, tout simplement, entre un scouting report du mois de mars et un du mois de juin. Déjà, c'est très basique, mais la capacité de travail de Paul George qui est fantastique, et pas que de travail, aussi de progression, de travailler, mais aussi d'arriver à progresser, parce que on va pas en faire des tonnes, c'est très basique, mais c'est la base de tout. Et je pense qu'il y a peut-être une très forte chance que le joueur qui a pu bosser des tonnes après la fin de saison universitaire, et donc quand les mecs le revoient au mois de juin, contexte en plus différent, workout, tu te bats pour, entre guillemets, tu te bats pour ta vie, quoi, pour ta carrière, etc., contre d'autres prospects. Là, je veux bien croire que en fait le mec a beaucoup bossé, que c'était plus le même joueur, premièrement. Mais c'est la base de tout, parce que je rappelle aussi, Paul George, prospect 2 étoiles, on l'a dit, 2 étoiles sur 5, vous savez, il y a un côté, voilà, John Wall par exemple, c'est un prospect 5 étoiles, 5 sur 5, DeMarcus Cousins aussi, donc 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles et 2 étoiles. Et Paul George était 2 étoiles. Et en vrai, des prospects, entre guillemets, cotés ou évalués 2 étoiles qui percent en NBA, il n'y en a pas tant que ça. Et ça peut arriver. Et d'ailleurs, je crois que dans cette cuvée de lycéens, il y a des très beaux noms autour comme lui, un peu, je crois qu'il y a Lillard est par là, et je crois que Isaiah Thomas aussi est par là. Donc c'était quand même un peu fabuleux. Mais non, mais en fait, c'est même pas un top 100 lycéen de sa cuvée. Et c'est quand même assez fou de voir que, et quand je dis pas top 100, je crois même qu'il est top 200. Donc pour dire, quoi, on parle pas d'un mec qui était coté, un mec qui était suivi, et donc pour dire, voilà, on voit bien la capacité de travail, et en carrière même, qui va se continuer, il va poursuivre sa progression même en NBA. C'est pas juste le mec qui est top 10 de draft, c'est le mec qui devient carrément calibre MVP et tout ce qu'on veut, quoi. Donc bref, ça c'est le premier point qui peut expliquer la différence de tonalité en quelques mois. Le fait qu'il progresse, qu'il bosse beaucoup, premièrement. Deuxièmement, mais c'est un peu lié, c'est juste que la dynamique de progression, et le fait que sur ce type de joueur qui progresse énormément, qui a une dynamique de progression à ce point élevé, bah je veux bien croire que quand tu l'évalues à un moment donné, ou alors tu l'évalues quelques semaines plus tard, il peut y avoir des changements énormes. Ce qui n'est pas le cas de tous, Enfin, on va pas c'est pas pour critiquer certains, mais par exemple, vous prenez, je sais pas moi, Andrew Wiggins, voilà. Wiggins, vous le prenez en novembre 2013 ou en mars 2014. Bon, bah, c'est à peu près pareil, quoi. Je veux dire, moi, j'étais pas fan de Wiggins de base, mais il y a un côté où c'est à peu près le même. Mais aussi parce que Wiggins, c'était la star depuis qu'il a 12 ans, on l'a suivi. Donc, en fait, on le connaissait. Même quand il avait 18 ans, en fait, il avait déjà un passif de 3-4 ans derrière lui, quoi. Alors que, en fait, on a une dynamique de progression qui était extrêmement forte avec Paul George.
Et par exemple, hein, l'article de Draft Express, le premier date du mois de mars. Bon, ça veut dire aussi qu'il a été publié en mars, mais c'est un article sur l'intégralité de la saison. Il y a peut-être des matchs qu'ils avaient aussi observé, ils avaient commencé à l'observer au mois de novembre, décembre, janvier, etc. Donc je veux bien croire que sur un mec qui progresse à ce point, si tu le prends au mois de novembre, au mois de janvier même, et plus tard au mois de juin, je veux bien croire que tu puisses avoir un delta immense dans son cas. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des prospects, non, ça bouge pas trop. Coucou Andrew Wiggins. Il y en a d'autres, oui. Donc deuxième élément. Troisième élément aussi, pour expliquer cette différence, j'ai envie de dire l'envie, parce que voilà, Paul George, Fresno State, petite fac, très nonchalant, on l'a vu, et que il était pas à 100% tout le temps. Alors que lorsque tu es placé dans le contexte de, comme dire, de battre pour ta vie, pour ta carrière, contre d'autres prospects, etc., je veux bien croire qu'il a été mieux en termes d'envie, d'intensité que sur la fac, contre les petites facs, pour le coup. Mais surtout, quatrième point, donc, pour expliquer cette différence, peut-être, je ne sais pas, mais c'est pour moi un point central, petite fac. Mais non pas dans le référentiel de Paul George, dans son propre référentiel à lui, mais pour celui de Draft Express. Et je dis ça parce que, Fresno State, toute petite fac, hein, c'est ce qu'on appelle en fait des mid-majors. Mid-majors, c'est pas du tout des grosses conférences, la Pac-10, la truc de Californie, justement, là, où il aurait aimé aller. C'est pas la ACC avec Duke, North Carolina, c'est pas la Big 12, c'est pas la Big 10, etc. C'est pas la SEC non plus avec Kentucky, South Eastern Conference. Non, c'est les mid-majors, c'est un step un peu en dessous. C'est pas non plus la division 2 de NCAA, pas non plus, mais des mid-majors. Et en fait, ils le disent dans l'article, ils disent, par exemple, ils font des stats sur les tirs en sortie de dribble. Par exemple, ils disent, oui, il a mis 5 tirs sur 28 sur les 14 matchs que nous avons réussi à obtenir sur lui. Mais ça veut pas dire que Paul George avait joué 14 matchs dans la saison. Il a joué beaucoup plus, hein, il a joué une trentaine, je crois, au moment où l'article est écrit. C'est juste qu'à l'époque, en fait, ils ont même pas réussi à mettre la main sur plus de 14 matchs. Et encore, je parle de ça, mais on parle de Draft Express, qui n'était pas du tout un niveau amateur. C'est pas des amateurs comme parfois il y a aujourd'hui des mecs qui sur le NBA Twitter se lancent d'un coup et puis voilà, tu t'es amateur. Non, Draft Express c'est déjà un peu établi. C'est un peu des pros déjà, ils sont dans le milieu, etc. Et pourtant même eux, des pros, ils n'ont pas eu accès à plus de 14 matchs de la part de Fresno State et donc de Paul George cette année-là. Donc ça, je pense que c'est une différence qui est énorme parce que je veux dire aujourd'hui, d'ailleurs quelques années plus tard, on va le voir, mais quelques années plus tard, justement quelqu'un qui est un peu un scout amateur, Jackson Hoy, il va découvrir un peu Ja Morant en NCAA dans la petite fac de Murray State pour le coup, mais là on est en 2019 et donc là-dessus les mecs de The Stepien et Jackson Hoy, ils ont accès à ce qu'on appelle Synergy Sport, quoi, et notamment Synergy Sport vidéo qui répertorie absolument tout le monde. Et aujourd'hui voilà, même les scouts français, US, tout le monde a accès à peu près à toutes les images de partout. Mais en 2010 c'était pas le cas. En 2010 t'as eu accès, même en tant qu'entité qui est bien établie, qui fait du scouting, qui est pro, t'as accès à 14 matchs. Donc je veux bien croire aussi que c'est peut-être juste une histoire de Draft Express qui n'avait pas eu accès à tous les matchs non plus, et que donc peut-être des grosses perfs, ils n'avaient pas tout vu, hein. Tu choisis pas non plus tous les matchs auxquels t'as accès, hein. C'est le principe de t'as pas accès à tout, que c'est un peu la loterie. Parfois même nous, hein, au niveau amateur, qui payons pas 100 000 euros par an ou par mois pour avoir Synergy Sport. Mais bref, voilà, c'est un peu potentiellement aussi un truc comme ça, et c'est peut-être juste un mélange de tout, un mélange de t'as pas accès à tous les matchs non plus, lui-même n'a pas une envie débordante parce que petite fac, petit contexte, etc. Peut-être aussi que juste une question de dynamique de progression et que les matchs de novembre comparé au niveau de juin c'est pas pareil, et que donc pour compléter le truc c'est un bosseur extraordinaire. Donc voilà, c'est peut-être tout ça à la fois, mais en tout cas pour moi c'est un peu comme ça qu'on explique ce différentiel entre deux articles. Et rien ne pourrait mieux illustrer le cas Paul George et sa progression folle, parce que continuons un peu sur la carrière de Paul George en NBA cette fois-ci. Il arrive à Indiana, il y a déjà un ailier devant lui, grosso modo. Mais en fait, Paul George se fait sa place très vite, mais en tant que 3&D en fait. Donc il y a ce côté où il existe d'abord en tant que défenseur d'aile, pour le coup. D'ailleurs, il fait une série de playoffs contre Paul George, contre Derrick Rose aussi, premier tour Chicago-Indiana. Mais voilà, c'est déjà une bonne équipe, il n'y a pas beaucoup de ballons pour lui. Juste, ils se font dans le collectif de par la défense. Et puis ensuite, il progresse un peu, et puis un peu, et puis un peu. Et puis même 2012, le début d'Indiana en playoff, quoi, avec Danny Granger et contre le Heat surtout, voilà, un peu le début de ça. Mais Paul George est encore assez sobre dans son rôle, pas du tout créateur principal après 2 ans NBA. Et c'est la 3e année, en 2013, qu'il explose vraiment, l'année où justement Danny Granger
est blessé. Donc lui, il prend le lead et c'est là, souvenez-vous, hein, l'explosion complète, le go-to-guy aussi offensif qui mène les Pacers jusqu'en finale de conf contre le grand Miami Heat, qui les pousse jusqu'en 7 matchs, alors que Miami, à l'époque 2013, c'est un peu comme le OKC de cette année, quoi. C'est-à-dire, on sait à peu près tout ce qu'ils vont gagner. En tout cas, il y a un peu ce niveau de statut de favori, on va dire. Et pourtant, donc lui, il explose totalement là-dedans. Et même, enfin voilà, l'été 2013, il signe sa prolongation de contrat maximum, évidemment. Et il y a un côté où on se dit, mais en fait, ça va être, est-ce que c'est pas déjà le meilleur joueur de NBA, le two-way player, on dit. Est-ce que c'est pas le meilleur qui est bon des deux côtés du terrain? Plus, il démarre 2014, première partie d'année, on pense que ça va être le MVP, parce qu'Indiana est fabuleux, et lui avec. Bon, après, on connaît un peu l'histoire, le vestiaire s'est totalement effondré chez les Pacers à partir de la deadline de février, pour plein de raisons qu'on a déjà détaillées. Ça vous intéresse d'aller écouter l'épisode sur Lance Stephenson, d'ailleurs, le pourquoi j'avais tort, épisode 300. Mais voilà, en fait, on a clairement un mec qui en quoi, donc en 2 ans est passé, donc en 2008, il est pas du tout lycéen à côté. En 2008, il est même pas top 200 lycéen. 2 ans plus tard, il est top 10. En 2010, il est top 10 de draft. Déjà en soi, c'est énorme ça. Et puis pareil, c'est-à-dire que en 2010, bon allez, si vous voulez, en 2011, rookie, bah c'est juste un rookie. Et en 2013, encore 2 ans plus tard, le mec est MVP ou calibre MVP ou en compétition, souvenez-vous là, avec LeBron James, il fait égal à égal avec LeBron. Enfin voilà, que c'est absolument délirant cette dynamique de progression, et on n'en parle pas trop, mais aussi parce que depuis, en fait, il y a un côté chez lui, chez Paul George, moi je l'aime beaucoup depuis cette époque, et je l'aime beaucoup même encore aujourd'hui, peut-être sans doute plus que la moyenne, mais on aime bien lui taper dessus à Paul George. Je pense que tout le monde le sait. Alors aussi parce qu'il tend le bâton parfois avec ses podcasts ou avec ce genre de choses, mais en fait il a toujours eu un peu une cote de désamour, j'ai l'impression, Paul George, pour plein de raisons, et les podcasts c'est arrivé que récemment, mais je veux dire, il était aussi pas très aimé, et même avant ça. Souvenez-vous aussi le côté où Lillard, quand il met son buzzer beater là contre lui, il dit c'est un mauvais tir, et tout le monde lui tombe dessus. En vrai, bon, la déclaration, il y a beaucoup de sel. Ok, je suis d'accord. Mais en vrai, c'est pas tort en soi ce qu'il dit. Bon, il faut pas le dire à ce moment-là, ok, mais il a pas tort. C'est un tir qui est affreux, parce que le tir que prend Lillard, il aurait jamais dû le prendre en vrai. Mais bref. Mais donc il y a plein de raisons pour lesquelles on tape dessus, et je pense que beaucoup partent aussi du fait que, en fait, il a été tellement spectaculaire dans son arrivée au plus haut niveau, qu'en 2013, vraiment, moi, pour avoir bien connu cette époque, je l'avais scouté d'ailleurs. J'avais fait un scouting report, c'est un de mes tout premiers. C'est doit être le 3e scouting report vidéo que j'avais fait sur les playoffs 2013 de Paul George, vraiment une vidéo bien montée, détaillée, etc. Je pourrais la reposter si ça vous intéresse. Mais vraiment, j'avais suivi de très près, et il y avait un côté où le consensus collectif, c'est la star de demain. C'est même mieux que LeBron, c'est le mec qui domine les deux côtés du terrain, c'est peut-être le futur. Il a quoi? Il doit avoir 23 ans, 24 ans peut-être à cette époque-là, il est encore extrêmement jeune. Et en fait, moi je trouve, c'est peut-être bien de le commencer par ça d'ailleurs, c'était pas prévu, mais on commençait par ça, par le côté, à mon avis, je vais pas dire qu'il y a un biais de déception, mais il y a un côté où, comme tout le monde l'attendait très très haut, et comme il n'a pas totalement accompli le dernier step pour être le MVP, pour être le top 5 NBA tous les ans, moi j'ai aussi l'impression que les gens sont un peu déçus aussi à cause de ça. Pour le coup, et c'est peut-être aussi paradoxal. Il y a un côté où finalement il a une capacité de progression qui a été phénoménale, et voilà, le mec en 2 ans il passe de rien à top 10, en 2 ans encore ou 3 il passe de top 10 de draft, mais donc seulement un prospect, à top 5 ou top 10 NBA, etc. Donc une capacité de progression immense, et pourtant, malgré cette capacité de travail de fou, il n'a pas réussi à bosser à ce point pour faire la dernière marche. C'est peut-être ça, qui est à la fois étonnant, à la fois décevant, tout ce qu'on veut, je ne sais pas. Mais voilà. Mais alors sur le profil, revenons un peu sur le profil, ce qui a été dit. Moi, j'avoue que le premier article de mars, je trouvais le constat très... je dis pas qu'ils avaient tort à l'époque d'Arts Express, il y a plein de raisons, comme on a dit, peut-être qu'ils n'avaient pas accès au match, et peut-être aussi que Paul George n'était pas bon, etc. Et il n'est pas si flatteur ce profil-là de mars, alors il est quand même intéressant, mais il n'est pas si flatteur que ça. Par contre, chapeau pour le deuxième article d'Arts Express est quand même assez bluffant tout ce qu'ils disent est quasiment vrai, quoi. Le côté, waouh, c'est une météorite qui arrive, ok, il est un peu nonchalant, mais franchement, ça peut être corrigible. Et de toute façon, en termes de potentiel, il n'y a pas 5 joueurs dans cette draft qui ont plus de talent pur et plus de potentiel. Bah, ça c'est vrai. Le côté aussi où, voilà, quand on lit le premier article, on se dit ah ouais, pas top en sortie de dribble, création, le drive est pas top parce que le dribble est pas bien, les pull-ups, et en fait le deuxième article vient un peu entre guillemets corriger tout ça. Et là encore, je pense pas que ce soit l'évaluation de Draft Express qui était mauvaise forcément à l'époque, peut-être aussi un peu, mais peut-être pas totalement. Je pense qu'il y a aussi un côté où le joueur était pas pareil. Le joueur forcément montrait pas des tonnes de fou à Fresno State, alors que sur le workout, je veux bien croire qu'il a été totalement différent. Donc voilà, il y a un côté, je trouve que le deuxième article est quand même bien là-dessus, et qu'en fait, on a tout qui est presque correct, et notamment l'aspect défensif.
Et moi, l'aspect défensif, c'est sans doute l'aspect où je suis le plus haut et extrêmement haut sur Paul George. Et c'est pas moi, je décide d'être haut de manière subjective. Je pense sincèrement que la valeur défensive de Paul George est extrêmement élevée. Elle l'a été pendant très longtemps. Alors, sauf quand il est blessé, évidemment, comme là, peut-être actuellement, ou l'an passé, je veux dire. Mais même, je veux dire, en 2024, quand il devient free agent aux Clippers, c'est encore la folie, quoi. Là-dessus, je pense que les gens attendaient plus de l'attaque, mais c'est pas venu. Par contre, peut-être que le consensus collectif s'est pas non plus rendu compte à quel point c'était un monstre défensif, quoi. Alors, qu'à la limite aussi, t'as pas l'impact d'un pivot non plus, parce que t'es pas un pivot, donc t'as pas cette capacité d'impacter le jeu autant qu'un vrai pivot. D'accord? Mais c'est complètement la folie. Et dans le premier article, on voit bien que, en fait, c'est le classique, ok, il est grand, il est long, il a les outils, il est rapide, mais il en fait pas encore grand chose. Ou alors, il est bon, mais il est régulier. Voilà. Donc, c'est un truc que tu peux lire dans beaucoup de scouting report, au final. Alors que le deuxième article, il dit bien, non, mais attendez, mais c'est un monstre, en fait. ça peut être complètement dingue. Et là-dessus, c'est vrai que, moi, la défense, c'est complètement dingue. Et vu que j'avais un peu scouté très en détail, j'avais vu, découpé, analysé et tous ces matchs des playoffs 2013 pour en faire une vidéo de montée assez longue. En fait, par exemple, ces playoffs 2013 sont une anomalie totale, quoi. Playoffs 2013, je le rappelle, premier tour Atlanta, deuxième tour contre les Knicks de Carmelo et J.R. Smith, troisième tour, c'est les finales de conf et après éliminé. Mais dans cette campagne de playoffs, le nombre de postes différents et de rôles différents que Paul George défend est absolument bluffante. Et j'ai aucun souvenir d'un joueur qui a fait ça. Vraiment. Vous pouvez me parler d'OKC. OKC, ils ont 14 profils différents en défense. Vous pouvez me parler de, je sais pas, plein de joueurs différents. Alors LeBron, c'est protection de panier, etc. D'accord, mais un joueur qui, sur la même campagne, défend premier tour des sorties d'écran, de Kyle Korver. Il reste accroché en sortie d'écran à Kyle Korver, qui est le meilleur shooter de l'histoire, qui ne s'appelle pas Curry. Et bref, sortie d'écran. Dans le même temps aussi, même série, même match. Parfois, il défend Josh Smith au poste bas. Tour d'après, isolation, Carmelo Anthony. C'est lui qui défend. Pareil, isolation de J.R. Smith, mais aussi sortie d'écran de J.R. Smith. Voilà, en termes d'isolation, c'est des petits, des ailiers, des costauds à J.R. Smith. Voilà. Et le tour d'après, c'est pareil contre également Dwayne Wade. Isolation, pick and roll. Et aussi LeBron James, isolation ou poste bas. Pour dire à quel point le spectre de défense de Paul George sur ces années, donc cette saison 2013 en playoff, a été incroyable. Et je trouve qu'on a un joueur qui est absolument fantastique. Ça va de chasser, comme on dit, chasser Kyle Korver à travers les écrans, jusqu'à défendre Josh Smith ou prendre les coups d'épaule de LeBron au poste bas. Et tout en passant par défendre Carmelo Anthony dans le périmètre 1 contre 1, Dwayne Wade sur pick and roll, etc. quoi. Donc c'est absolument dingue. Et à ça, là je parle que de l'aspect défensif on-ball, que donc il avait très tôt. Il est 3&D au début quand il émerge titulaire aux Pacers, c'est son rookie. Mais à ça, il faut aussi rajouter la défense off-ball. C'est, je le répète, à chaque fois, donc, pardon, mais c'est un des meilleurs ailiers protecteurs de panier de NBA qu'on ait eu depuis 15 ans, quoi. Aujourd'hui, par exemple, on a du Jalen Williams qui est fabuleux et Peyton Watson qui sont un peu pour moi les deux exemples de ce que j'appelle le dépassement de fonction. C'est-à-dire des mecs qui sont capables de protéger le panier en deuxième rideau à la manière de pivot, presque. Ce côté où c'est pas juste un contre par-ci par-là, tu peux avoir des schémas où eux vont apporter cette aide deuxième rideau qui est fabuleuse. Paul George aussi. Paul George, c'était ça, et même, comme dit, jusqu'en 2024, avant sa blessure et avant la période Sixers qui est moins bonne, et encore, je pense qu'au Sixers, il n'a pas été si mauvais que ça l'an passé, mais bref. Mais en fait, Paul George est fabuleux dans l'exercice aussi. C'est la protection de panier est géniale sur lui. Les lignes de passe aussi. La technique défensive est parfaite sur les lignes de passe. La bonne main, comment c'était sur la ligne de passe, etc. Et c'est absolument bluffant. Et bon, pour le coup, c'était pas le seul. Dans la même période, on a aussi Miami, par exemple, qui fait ses schémas défensifs autour du fait d'avoir LeBron James et Dwayne Wade en protection de panier. Eux aussi, c'est un peu des anomalies sur le côté dépassement de fonction, protéger le panier en deuxième rideau. C'est pour ça que tu pouvais te permettre, avec Chris Bosh ou d'autres, d'être agressif sur pick and roll, parce que quand en deuxième rideau, t'avais les deux petits qui pouvaient protéger ce côté risque que tu prends dans le périmètre. Donc bref, la défense absolument monstrueuse, ça s'est confirmé. Et ça a confirmé non pas le premier article où on dit il a les outils, mais c'est nonchalant et pas top l'intensité, mais plutôt le deuxième article. Deuxième article qui dit non mais les gars, c'est la folie, quoi. c'est la folie, ça va être fou. Donc bref, voilà, ça a été un des meilleurs défenseurs, je pense, depuis 15 ans, très très largement. Et avec ce côté où peut-être la seule faiblesse, entre guillemets, c'est l'aspect de puissance pure, où voilà, il peut pas défendre non plus des pivots. Donc oui, il a un profil physique où il a pris un peu de poids, pas mal en termes de puissance, mais pas non plus des tonnes, mais aussi parce que, c'est intéressant, il a gardé un aspect plus fin et plus ce qu'on peut appeler l'élasticité, dans son profil physique, qui est extrêmement bluffant. Il est sublimement fluide, Paul George. Et en attaque,
sur les drives. D'ailleurs, un peu le regret qu'il n'avait pas fait plus des drives. On va y arriver. Mais notamment l'élasticité sur tout ce qui est navigation d'écran, tout ce qui est changement de direction, etc. C'est la folie, Paul George, au niveau de ça. L'aspect fluide. Alors, il n'est pas explosif à ce point, mais la fluidité défensive, notamment, est spectaculaire, quoi. Donc c'est aussi un truc, c'est que s'il avait pris genre 20 kilos de muscles en plus, est-ce qu'il aurait gardé un peu ce côté-ci de navigation d'écran, etc. Je suis pas sûr. Donc bref, la défense, fabuleux, rien à dire. Voilà, mettons ça de côté. Et sur l'attaque, c'est vrai qu'il y a des éléments assez intéressants, je trouve, sur le profil. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est le marqueur d'époque, encore un, sur l'aspect de, je sais pas si vous avez noté. Alors oui, il prend quand même 6-3 points par match à l'époque, donc on est en 2010 à Fresno State. Et en plus, alors le terme exact en anglais, c'était il settle, quoi. En fait, il se contente de prendre des 3 points, parce qu'à l'époque, quand tu prenais trop de 3 points, c'était pas bien. C'était non, mais tu fais pas l'effort, quoi. Tu settles, quoi. Tu te contentes juste du 3 points. Et je crois qu'il dit, ouais, il se contente de 3 points très tôt dans la possession, ou en transition, ou avec aucun coéquipier qui peut prendre le rebond offensif derrière. Et aujourd'hui, ça nous paraît un peu absurde, quoi. Aujourd'hui, surtout dans la NBA de 2026 en particulier, ou même 25, mais ça fait quand même 2-3 ans qu'on a l'explosion du nouveau jeu de transition avec le retour des 7 seconds or less, ou l'explosion plutôt encore plus des 7 seconds or less, ou tirer le plus tôt possible dès qu'on a un tir ouvert, etc. Donc bref, aujourd'hui, ça paraît totalement anachronique. Et même le côté, waouh, 6 par match, quoi. Voilà aussi, ça paraît un peu anachronique de pointer ça du doigt. Et donc, ça, c'est l'aspect shoot. C'est rassurant de voir que sur le premier article, on dit oui, sortie de dribble pas top. Et j'avoue, pas tant que ça souvenir de Paul George. Et le deuxième article confirme bien que non. En fait, en sortie de dribble, il a bossé, etc. Donc voilà, on avait un côté sans doute gâchette facile du côté de Fresno State parce que l'équipe était nulle. Petite fac, toute petite fac, petite conférence, etc. Mais non, le 3 points, ce qui est notable, c'est il parle un peu du volume, mais dans le côté mal, on va dire, connotation négative de trop, mais en plus trop qui affecte l'efficacité. Ils disent, voilà, pendant que le total ne cesse de grimper, l'efficacité, elle chute. Un peu comme, voilà, tu abuses trop de 3 points, et donc du coup, ton efficacité, elle baisse, quoi. C'est essayer un peu de lier les deux. Il se trouve que, donc ils disent, il est passé de 44% à 35%. En vérité, bon, je pense que c'était pas trop ça qu'il faut regarder, parce que les saisons universitaires sont très courtes, surtout comparé à la NBA, c'est quoi, 30 matchs, 35 matchs, grand maximum, et que, donc déjà, une saison de NBA, ça suffit pas, mais alors une demi-saison NBA, c'est-à-dire une saison universitaire, c'est un échantillon qui est trop petit pour être jugé. Et donc là encore, comme toujours, on en parle beaucoup sur cette série, l'indicateur lancé franc qui, le pourcentage lancé franc est un meilleur prédicteur du 3 points NBA que le 3 points universitaire. Voilà. Et que là, on pouvait un peu se rassurer avec les lancers francs et le shotmaking sur ah mince, il shoot quoi, 35% cette année. Oui, mais regardez, il a 90% en lancers francs. Donc en fait, je pense que ça va. Le toucher est bon, le shotmaking est bon et la mécanique est très bonne aussi. Donc voilà, ça c'est aussi, je pense, une force du profil de Paul George par la suite, c'est que ça a été un magnifique shooter à 3 points aussi, pour le coup. Un magnifique à plutôt haut volume et plutôt d'ailleurs très efficace. Pour le coup, je crois qu'on est à 38 ou 39% en carrière quasiment sur donc des très gros volumes. Allez, si on enlève un peu là actuellement la fin à Philadelphie où c'est pas la folie en termes de déclin de physique, et puis le début aussi aux Pacers où il est pas encore affirmé, entre 2013 et 2024 il passe 10 ans à 39% à 3 points sur plus de 7 par match. Voilà, pour moi c'est la force de son profil, un peu sous-coté d'ailleurs, je pense. Il a fait des saisons à 40%, 41%, etc. Beaucoup de monde parle aussi de la saison à OKC, la fameuse où il finit top 3 MVP, etc. Voilà, le shoot est une immense force à la fois en catch and shoot mais aussi donc sortie de dribble. Je pense que c'est le truc principal chez lui, et puis presque à un point où j'ai toujours un peu regretté moi qu'il n'insiste pas plus sur le drive pour le coup. Et je pense que le dribble a beaucoup évolué, a beaucoup progressé, mais peut-être pas autant qu'il l'aurait fallu. C'est peut-être le reproche qu'on peut faire. Alors, reproche pour des standards de mégastars, dans un contexte et relatif à des attentes de mégastars top 5 NBA, mais j'ai toujours été un peu sur ma faim. Alors que, encore une fois, moi qui l'avais scouté assez tôt en carrière, en 2013, les flashs de slashing, de pénétration sont géniaux, quoi. Et tu te dis, mais pourquoi tu le fais pas plus, quoi? Et bon, là-dessus, le dribble n'a pas été peut-être aussi bon que ça pour... il avait un côté anguille, il avait un côté d'un côté et de l'autre très fluide là comme ça, de naviguer dans les défenses, mais un peu moins sur l'aspect changement de rythme peut-être. Donc ça c'était un problème, surtout que il y a pas le changement de rythme, il y a pas non plus l'aspect de puissance ultra méga fonctionnelle pendant le drive. C'est-à-dire c'est pas un mec qui par exemple comme à la James Harden ou à LeBron peut te dégager
à coup d'épaule pendant que le dribble a envie, le mec du chemin est avancé. Donc ça, il avait pas trop. Donc il n'y a pas tant que ça de nuances, changement de direction très brusque, pas de puissance pure. Et même pareil, la puissance pure, pareil au panier, quoi. On n'a pas des tonnes de lancers francs non plus. Aussi parce que peut-être il était grand, il était long, un bon toucher de balle, donc il pouvait aller chercher des lay-ups. Donc il n'avait pas tout le temps, il allait plutôt chercher l'angle de lay-up plutôt que foncer dans le tas, aller chercher le lancer franc. Mais voilà, c'est peut-être, ça part aussi de là peut-être. Le côté, est-ce que la version, on va dire top 5 ou top 3 NBA de Paul George, c'est pas un mec qui est meilleur sur drive? Je pense que oui. Je pense que c'est un peu ça la clé. Bon, mini déception, mais c'est quand même très bon. Je veux dire, là, on parle vraiment pour des standards et des attentes de très très haut. Le passing aussi. Là encore, on parlait du shoot comme marqueur temporel, mais le passing, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un aspect où on dit avec 3 passes par match, c'est le meilleur ailier, un des meilleurs ailiers passeurs de toute la NCAA. Et voilà, là, c'est vrai que on n'est pas du tout dans la NBA d'aujourd'hui, des point forward ou etc. D'ailleurs, enfin, c'est l'inverse. C'est plutôt dans une NBA où le jeu était au meneur, on va dire. Quand on avait un ailier qui faisait des passes, on disait que c'était un point forward. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'utilise plus trop. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est passeur, tout le monde est playmaker. Mais voilà, ça c'est aussi une force, hein. C'est le côté taille et donc passing fonctionnel. Mais c'est marrant, je sais pas si vous voyez dans les scouting reports qu'on fait de cette époque-ci, on n'a pas tant que ça. Les paragraphes de Draft Express ou d'autres sont jamais très longs sur le passing. C'est toujours une phrase par-ci par-là, mais ça développe jamais des masses, mais aussi parce que voilà, c'est aussi l'époque est comme ça et on s'attend pas forcément à ce qu'un ailier ou un pivot ou des mecs comme ça fassent du passing. Il fait des bonnes lectures ou il est pas mal. Ah oui, Paul George 3 par match, ah ouais, ça passe bien quoi. Mais voilà, ça c'est aussi un truc que j'adorais chez Paul George et que j'adore encore, c'est l'aspect alors c'est pas un chapeau 1 non plus, hein. C'est pas un chapeau 1 en termes de créativité ou de lecture avancée, mais c'est quand même très cool quoi. Donc en fait on a un mec qui peut à peu près tout faire, pull-up, drive, même si pas assez, et passing. Et puis d'ailleurs sur le passing, que 3 par match pour le coup, mais on avait aussi un indicateur intéressant, c'est les steals, c'est l'interception. À la fac, il était à plus de 2 interceptions par match. D'ailleurs, au passage, on fait une description très nonchalante de ouais, finalement, il a les outils, mais il l'utilise pas trop. Ah, mais au passage, c'est aussi le meilleur intercepteur de NCAA. Bon, peut-être que là, ça colle pas. Pour le coup, on a peut-être un côté où on aurait dû insister plus sur le. En fait, même s'il est parfois nonchalant, c'est aussi un monstre sur ligne de passe. Mais bref, non, mais l'indicateur des styles est toujours intéressant parce que, en fait, une capacité donc en nombre brut ou le pourcentage d'interceptions, on s'en fiche, mais faire beaucoup d'interceptions, c'est très corrélé ou à d'autres qualités, notamment de passing, parce que tout provient du même point de départ qui est le cerveau, et que en général les stars NBA et les très forts joueurs NBA, et notamment les très bons passeurs, ont paradoxalement des très bons chiffres d'interception, alors qu'on pourrait se dire mais ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que tous les meilleurs joueurs NBA auraient des bons pourcentages de style, et pourquoi tous les meilleurs passeurs d'NBA auraient des bons pourcentages de style? C'est pas le cas pour tous, mais en général c'est un bon indicateur parce qu'il y a ce facteur de corrélation. Donc voilà, si tu comprends le jeu, grosso modo, tu peux faire des bonnes passes et des bonnes lectures, et dans le même temps, autre conséquence, tu peux aussi faire des interceptions, parce que si tu comprends le jeu, tu peux aussi court-circuiter le jeu adverse. Donc voilà, ça c'est aussi assez intéressant. Et il y a un truc dont on parle pas trop dans ce scouting report et que je pense c'est un peu oublié, ou en tout cas pas cité, c'est le toucher en fait, le toucher de balle, et qui se répercute un peu sur les lay-up au panier, mais donc aussi sur ce shoot. Et on n'en parle pas trop de ça, mais je pense que c'est aussi une des forces de ce profil, c'est à quel point ce qu'on avait un mec qui était athlétique, à défaut de uber explosif, mais il était athlétique, fluide, etc. Plus grand, plus long, plus le QI basket, plus aussi donc se toucher. Parce que encore une fois, c'est une qualité fondamentale sur laquelle tu bâtis tout, et à la fois ta finition dans tous les domaines, je veux dire. Et que donc, si tu l'as, c'est génial. Et on a bien vu que ça, il l'avait. Et que le 90% en lancer franc, ça ne sort pas de nulle part non plus, quoi. C'est que t'as bien ce toucher, ce doigté de base. Mais donc, en fait, si on fait le listing au final, un mec qui avait taille, longueur, qualité athlétique, toucher de balle, QI basket, on peut comprendre. Et en plus, tout ceci, ces 5 éléments sont manufacturés magnifiquement par une éthique de travail. Bon, tu comprends un peu sa dynamique de progression, quoi, à ce point fabuleuse. Alors, même si je comprends aussi, il y a un côté, comme ils disent dans l'article, le premier, ouais, mais les questions sur la nonchalance, elles existent depuis longtemps. Et puis en plus, il y a un côté où, pourquoi tu domines pas un niveau inférieur, quoi? Parce qu'on peut le voir de deux manières. Moi, j'ai dit, peut-être qu'il avait pas envie, contre des petites facs, petites équipes, etc. C'est possible. De l'autre côté, tu peux aussi dire, mais attends, si justement en face c'est nul, pourquoi tu domines pas tout le monde et tu rentres tu mets 40 points, tu rentres chez toi et puis c'est fini, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait aussi ce truc, donc le doute était pas non plus, le doute pouvait exister, je pense. Le doute pouvait exister à l'époque, au mois de mars, et notamment de ce côté, en fait, s'il faisait ça contre Kentucky ou des grosses facs, s'il avait un niveau de difficulté contre ces équipes-là, bon, tu peux comprendre, mais ne pas arriver à dominer un niveau de compétition qui est censé être bien inférieur, c'est un peu bizarre, quoi. Donc bref, je pense que Paul George, voilà, il y a ce côté,
je répète, hein, on a commencé par ça. Il y a ce côté où la déception peut-être chez lui, c'est qu'il n'a jamais fait ce que moi j'appelle le MVP step, franchir la dernière étape, faire le pas supplémentaire qui est le dernier, mais aussi le plus dur en fait. D'être le top 5 NBA, d'être un créateur offensif génial. Je pense qu'il n'a jamais été un créateur de chapeau 1. Par contre, ça a été un défenseur splendide et un attaquant de chapeau 2 au moins. Mais c'est vrai que ça peut paraître... Déjà, c'est un peu décevant si on était amoureux du joueur, comme j'ai pu l'être à un moment donné. Et globalement, il y a un côté qui montre bien que en fait, la progression n'est pas linéaire. C'est ça aussi que je veux dire à travers son cas. C'est que la progression n'est pas linéaire dans n'importe quel sens que vous prenez. Je veux dire, ni au début, ni au milieu, ni à la fin, ni en beaucoup, ni en pas beaucoup. On voit bien que le cas de Paul George, c'est un mec qui progresse de manière spectaculaire entre 2008, c'est un nobody, top 200 lycéen, et 2013, donc 5 ans plus tard à peine. Le mec est sur le toit du monde avec les Pacers, c'est contre LeBron James et il lui donne bien du fil à retordre à la meilleure équipe de NBA pour être battu. Et ensuite, donc, on a un espèce de plateau où, entre donc 2014, il est top, hein, il confirme un peu les playoffs 2013, parce que la saison régulière 2013 est pas de grande qualité, il explose surtout à la fin. Et donc, playoffs 2013-14 pour moi, c'est un peu pareil, voilà. Ensuite, il se blesse, été 2014, la blessure horrible avec Team USA, blessé 2015. Et après, c'est vrai que, en un sens, on a un peu une espèce de plateau. On a une espèce de plateau entre, je suis top 15 ou top 20 NBA entre 2016 et 2024, quoi, au final. Peut-être moins en 2025, Perry Sixers, on est d'accord, il produit moins, etc. Mais en fait, on a une espèce de plateau où, alors, il n'y a pas de honte hein, à avoir ce plateau seulement top 15, parce que je veux dire, voilà. Mais ça reste un plateau. Et on voit bien, j'insiste, mais que les progrès ne sont absolument pas linéaires. On aime bien penser en basket ou en sport en général que, par exemple, tel jeune, lui il est jeune, il peut progresser. Ou que le mythe de tout le monde peut progresser pour être un créateur, ou le mythe de moi j'aime bien ce jeune de 18 ans, et tous les jeunes de 18 ou 19 ans que j'aime bien, ils peuvent devenir des All-Stars. Moi à une époque je pensais comme ça aussi. Et c'est vrai que c'est un peu un mythe, et qu'en fait non. Non seulement rien n'est donné, il y a aussi des limites. Voilà, un mec qui n'a pas touché de balle, même si tu y crois beaucoup dans ta chambre d'ado, je veux dire, le mec il peut pas progresser, il peut pas devenir un bon shooter, il peut pas, etc. Donc c'est quand même plus complexe que juste travailler en soi. Et même, surtout ça, même quand tu travailles de fou comme Paul George, parfois tu peux progresser de manière spectaculaire très vite, beaucoup et très vite, comme au début, mais ensuite t'as un plateau, quoi, parce qu'il te manquait peut-être quelques j'ai pas envie de dire points de QI basket, mais quelques degrés de passing avancé, peut-être de degrés de manipulation de défense qu'il avait peut-être pas, quelques degrés de biomécanique physique sur améliorer le drive, peut-être qu'il avait pas, c'est pour ça qu'il a pas pu progresser. Donc peut-être qu'il manquait des choses aussi, des petits éléments comme ça qui ont l'air d'être des détails mais qui n'en sont pas. Mais c'est marrant de voir que au début tu peux progresser beaucoup très vite, et en fait non. Ensuite t'as un espèce de plateau, et que il y a le mythe de la linéarité et de la proportionnalité dans le progrès. En fait ça marche pas trop comme ça en NBA, mais on va quand même pas finir sur une note négative. Malgré cette déception de il a jamais été top 5, je pense que on est quand même sur un cas assez extraordinaire chez Paul George, malgré sa cote d'amour actuelle. Il est temps qu'il parte peut-être à la retraite, qu'il aille à la retraite, qu'il soit juste un podcasteur, et on l'appréciera comme podcasteur peut-être pour beaucoup. Mais non, c'est une carrière assez immense, qui aurait été très bonne en attaque, fabuleuse en défense, et une progression fabuleuse au général. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu pour Paul George, et c'est dans ce calendrier de l'Avent 2025. Et donc, on se dit à demain pour un prochain Origine de Star.